Hey, c'est Ludovic et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire redécouvrir le plus jeune président français de l'histoire, mais pas seulement. Il est également le plus jeune dirigeant du G20 et le plus jeune chef d'État à avoir été élu démocratiquement. Il était encore inconnu des regards il y a 3 ans et je vais vous parler d'Emmanuel Macron. Il a su utiliser toutes les armes de son arsenal pour devenir non seulement la personne la plus médiatisée en France, mais surtout partager ses idées et ses convictions en convainquant la majorité des Français. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir les 10 conseils pour réussir d'Emmanuel Macron. Tout le monde me disait, on ne peut pas y aller seul, il faut une structure politique. Nous avons un mouvement aujourd'hui qui a plus de 115 000 adhérents. Il y en a 1000 par jour depuis que je suis déclaré candidat. Je l'ai structuré dans les territoires. Ça continue au même rythme. Ça continue, plus encore depuis que je suis candidat. J'ai structuré ce mouvement en nommant une direction nationale, des référents, plus de 2200 comités locaux qui structurent le territoire. Donc vous avancez à votre rythme et vous allez donc proposer les idées. Ensuite, ce qui est très... Mais les idées sont dans le livre et depuis des mois, j'en propose. Le programme, au-delà des idées, le programme. Pardon de vous le dire. Un programme avec 300 mesures, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que vous l'avez vécu pendant les primaires de la droite. Ils se sont battus sur des mesures. Mais ils ne partageaient plus la même vision de la société, de l'économie, de la place de la France dans le monde. Quand des candidats d'un même parti ne sont pas d'accord sur ce que doit être la loi fondamentale, la place de la France en Europe, la politique internationale de la France de manière radicale, ce qu'est la transition énergétique, les uns considérant qu'elle n'est plus pertinente, les autres qu'elle est au cœur de leur programme, le modèle de justice sociale et l'État-providence, la part de la religion dans la société, le modèle de société qu'on veut. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Et donc, c'est parce que c'est le cœur de ma démarche politique. Quand on n'a plus le même projet politique, on n'est plus dans le même parti. Et donc, je le dis, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail pendant des mois et que ce livret-là et que c'est le préalable à tout. Si vous n'avez pas la même vision, le même projet, le programme est une espèce de mécano qui se décompose. Mais vous êtes l'un des seuls à gauche à essayer d'avoir cette démarche d'analyse, de compréhension. Vous avez entendu Bernard Cazeneuve sur France 2 dire qu'il n'y avait pas d'explication, qu'il n'y avait que la folie meurtrière. Vous avez entendu Manuel Valls, et d'ailleurs certains ont pensé qu'il s'adressait à vous, dire à l'Assemblée nationale, et je le cite, « J'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses ou des explications sociologiques ou culturelles à ce qui s'est passé. » Mais je suis entièrement d'accord avec l'un et l'autre. Je n'excuse ni n'explique. Mais en même temps qu'on se bat aujourd'hui, qu'on accepte la suspension momentanée de l'état de droit par l'état d'urgence, moi, mon devoir, comme celui de tout responsable politique, c'est de comprendre. Comprendre, c'est pas excuser, c'est pas justifier, mais c'est faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et nous avons notre part de responsabilité partout où nous sommes. En tant que ministre de l'économie, j'ai ma part de responsabilité pour que ça aille mieux, pour construire ce futur. Ministre, parce que l'économie ne peut vite devenir finalement qu'un magistère de la parole si on ne décide pas d'en actionner les instruments. Beaucoup de ces instruments sont là. On peut les faire bouger. Beaucoup de ces instruments sont chez les forces vives, comme on le dit de la nation, que sont les partenaires sociaux, le patronat, les industriels, les chefs d'entreprise de ce pays. Ils veulent bouger et on les y aidera. Et beaucoup aussi sont dans les autres ministères. L'économie, ça n'est pas qu'ici, c'est un peu partout. Et il faudra donc que dans ce collectif, on arrive à faire avancer les choses. Je veux travailler dans un esprit, vous l'avez compris, de conviction, mais aussi de dialogue, non seulement avec mes collègues, mais aussi avec les parlementaires. J'arrive tout auréolé d'une réputation qui m'est faite par la presse, je dois le dire. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Il n'y a que ça qui compte, en tout cas, c'est ma religion. Et donc, je travaillerai pour ma part avec les parlementaires qui ont leur rôle dans le débat et le contrôle démocratique et que je respecte. Je n'aurai qu'un objectif dans ces fonctions. C'est précisément de déployer toute l'énergie qu'il y a dans ce pays. J'entends, la plupart des journalistes, j'étais tout à l'heure avec des journalistes britanniques. Quand je vais à Bruxelles, j'ai la même question, ou dans d'autres capitales. On me dit, mais comment vous pouvez défendre l'idée européenne? Vous n'allez jamais y arriver, vous êtes fous. Mais je dis, parce que les Européens ont décidé d'abandonner l'idée européenne. Ils sont honteux. Pourquoi en grande partie, pardon mes amis,
à mes yeux, le Brexit s'est fait parce que le yes était pour beaucoup un yes but, parce que l'entrée en mêlée de David Cameron avait été un chantage sur l'Europe. C'était pas une volonté d'Europe décomplexée. Et donc, je le dis très fortement, on peut croire dans l'Europe, aimer l'Europe, la défendre, mais en étant exigeante avec elle. C'est ce que nous portons. Je ne laisserai plus l'exclusivité de la critique de l'Europe aux anti-européens. Je suis européen pour la changer avec vous. Bonjour, Isabelle Thor de TF1. Ma question est un peu plus personnelle. Vous avez, dans un mensuel, déclaré que vous ne vous aimiez pas. Alors, ça en a fait sourire certains. Mais plus sérieusement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous n'aimez pas en vous et qui pourrait gêner, bien sûr, votre action politique? Et est-ce qu'il n'est pas gênant de prétendre diriger un pays sans s'aimer soi-même? Alors, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que l'amour de soi n'est pas l'estime de soi. Il est impossible de prendre des décisions, de gouverner ou de présider, puisque j'aspire à présider et non à gouverner, si on n'a pas l'estime de soi, qui est indispensable pour avoir le recul, pour avoir l'amour des autres et la distance. L'amour de soi qui confine au narcissisme n'est pas une qualité, très rarement. Donc il faut avoir l'esprit de distinction en la matière. J'ai l'estime de moi-même, comme je l'espère chacune et chacun dans cette salle, qui permet le recul, la bonne décision, mais j'ai le droit de ne pas avoir l'amour de moi-même et une contemplation narcissique à l'égard de votre serviteur. Ensuite, quoiqu'ayant depuis plusieurs semaines, contrairement à nombre de mes compétiteurs dans cette élection présidentielle, constamment défini les journalistes et les médias comme un contre-pouvoir essentiel à la vie démocratique. Je m'étonne du bovarisme que votre question reflète. Pendant des semaines, vous m'avez dit « Ce monsieur ne contemple que lui-même. Il n'a d'autre discours que lui-même. Au fond, c'est une secte étrange qui se rassemble avec des enthousiastes que nous ne comprenons pas vraiment, mais il n'est que l'incarnation de quelque chose qu'on ne comprend pas. » Les trépignations arrivaient pour demander un projet, avec beaucoup d'entrain que nous sommes en train de satisfaire. Et le jour où je vous présente un projet, vous me parlez de moi. Donc, poursuivons sur le projet. Stop! Je voulais juste être sûr que vous appréciez cette vidéo. Si c'est bien le cas, je vous laisse directement cliquer sur le pouce en bas en l'air à droite de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge à côté de notre photo de profil. Ok, on reprend. Je ne suis dupe de rien. C'est-à-dire le fait que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer de soit me déstabiliser, soit me fragiliser, soit penser sans doute salir l'action qui est la mienne. Je ne suis pas naïf. Donc, bon courage à ceux qui tentent cela. Bonne chance. Je crois que quand Nicolas Sarkozy est arrivé en 2007, il voulait faire des économies. Mais la gouvernance de ce qui a été mis en place était très mauvaise. C'est lui qui avait pris l'engagement tout seul et il a demandé à 2 hauts fonctionnaires à l'Élysée à Matignon de passer en revue ces économies. Il y avait des bardées de technocrates, de fonctionnaires, j'en étais à l'époque, donc je peux vous le dire, qui disaient comment il fallait faire et les ministres comparaissaient. Mais du coup, un bon ministre, c'était un ministre qui ne prenait pas ses responsabilités, qui allait au Parlement, dans les médias, devant ses syndicats, devant ses fonctionnaires, expliquer « Attendez, ils sont fous, ils veulent couper ce truc-là, moi je vais tout faire pour vous défendre. » Et donc, les anticorps se développent. Mais c'est une culture de l'irresponsabilité. Exactement comme si un dirigeant d'entreprise devait faire les économies contre ses patrons d'unité, ses patrons de magasin, ses patrons de business unit. J'ai jamais vu ça nulle part. Donc c'est une culture de l'irresponsabilité parce qu'on a voulu concentrer au sommet toutes les responsabilités. Non. Moi je serai clair, ferme dans les engagements, mais avec cette liberté, il y aura une responsabilité. Moi, peu m'importe de savoir si c'est de gauche ou de droite, ça ce sont des commentaires d'entomologistes. Dans la vraie vie, vous ne vous levez pas le matin en demandant si vous allez faire un journal de gauche ou de droite, si vous allez régler les problèmes de la vie de gauche ou de droite, vous les réglez ou pas.
Et on parlait de Deng Xiaoping. Je dis souvent, hein, on a eu des chats noirs qui n'attrapaient pas des souris, des chats blancs qui n'attrapaient pas des souris. Le mieux, c'est d'avoir un chat qui attrape des souris, quelle qu'en soit la couleur. C'est ce que nos concitoyens veulent. Celui qui gagnera, c'est celui qui aura le plus envie. Et donc là, maintenant, et tout le monde, hein, je le dis, ça doit vibrer ici. C'est pour ça que j'étais en colère samedi quand je vois que c'est pas plein ici. Tout le monde maintenant, tout ce qui a été fait, on peut être fatigué, etc. Mais dites-vous bien et dites-le partout. Les 15 jours qui viennent, il y a des gens qui vont commencer à vous regarder maintenant. Ceux qui ont le plus envie gagneront. Donc le dernier jour, je m'en fous, je ferai 3 meetings. Parce qu'à la fin, ils ne retiendront pas un mot de ces meetings, mais ils verront un type qui a envie d'y aller. Oui, mais au point de vue timing, c'est trop Mais short. ce sera adapté, je m'en fous, ça c'est adapté. Et donc c'est ça, et tout le monde doit être là-dedans. Ne soyez jamais arrogant quand vous êtes face à un journaliste. Rien n'est gagné. On peut se faire déballonner dans les 15 jours. Mais déballonner. Là, il faut que les gens comprennent que pendant 15 jours, ils peuvent dormir et manger, mais le reste du temps, ils ne feront que ça. Que ça. Sinon, c'est pas la peine. Et les Françaises et les Français, moi je les connais, c'est que ça qu'ils regardent. À la fin, ils veulent savoir qui a le plus envie. Et il y a une prime colossale à celui ou celle qui a le plus envie. Et ce sera nous. Non, au Parisien. Donc voilà, vous vous démerdez sur les dates, mais il n'y a pas le choix. À comprendre. Je prends un peu de temps parce que c'est une idée qui paraît plus compliquée que d'autres, mais parce qu'on vit un changement d'époque. Pourquoi je prends du temps pour vous expliquer ça? Parce que notre monde se transforme, et ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur ce monde du numérique, cette disruption. Qu'est-ce qui est en train de se passer sous nos yeux? Des secteurs entiers sont en train d'être balayés. Certains sont détruits, d'autres se créent. Aujourd'hui en France, face à cela, on dit on va protéger les emplois, parce qu'on a peur pour les gens. Mais on protège les vieux emplois. C'est une très mauvaise idée. Donc on empêche le changement, le renouvellement de se faire, ce qui fait que beaucoup d'investisseurs disent « moi je ne vais pas investir là-bas ». Dès qu'il faut fermer ou restructurer, ils bloquent tout. Ça devient un débat politique, c'est terrible, et donc on ne protège pas vraiment. Et puis 6 mois, 1 an plus tard, les licenciements se font et les individus sont démunis. Nous sommes dans un monde où des secteurs entiers d'activité seront profondément revus et recomposés. Tu sais bien, Georges, toi qui as été ministre aussi dans un gouvernement britannique des sujets de biotechnologie et de transformation, il y a des secteurs entiers qui arrivent. La domotique, des métiers justement de l'automédication en médecine, de la silver economy, les métiers du renouvelable et de l'énergie. On a des pans entiers justement qui vont avec cette nouvelle économie qui est celle justement de l'économie circulaire, du renouvelable, qui est une stratégie que je veux défendre et promouvoir et qui est un de mes axes fondamentaux. Et voilà, vous venez de découvrir les 10 conseils pour réussir d'Emmanuel Macron. Petit récapitulatif. Donc en 1, avoir une vision. 2, comprendre l'inexplicable. 3, agir. 4, avoir un impact. 5, avoir de l'estime de soi. 6, être réaliste. 7, prendre ses responsabilités. 8, être performant. 9, avoir envie. 10, savoir s'adapter. Je viens justement d'écrire quel était mon conseil préféré en dessous dans la partie commentaires, en dessous de la vidéo, et c'est le conseil numéro 3, agir. J'adorerais savoir quel est votre conseil préféré. Sinon, pour tous ceux qui souhaitent devenir financièrement indépendants et plus encore, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, je vous donne directement rendez-vous sur argentrepreneur.com. Sinon, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur Emmanuel Macron, je vous ai mis dans la description le lien de sa chaîne YouTube intitulée En Marche. Et maintenant, action!